Pendant que vous vous mettez sur Tcheleka, Brazzaville dans son ensemble, dans la plupart des quartiers, est totalement dans le noir. À Diata, par exemple, ça fait 23 jours à peu près dans certaines zones où ces populations n'ont pas d'électricité. À Kintélé, elle a été rétablie à quelques jours seulement de la cérémonie d'investiture du président de la République. Et même pendant que vous nous suivez en ce moment, nous sommes sur le générateur parce que dans la zone où se trouve Tcheleka, ça fait à peu près 4 jours, il n'y a pas d'électricité. Alors que depuis 2010, on en parle depuis 2010, il fallait donc avec Kimboulou mettre fin au délestage, donner l'électricité à tous et même en vendre à l'extérieur du Congo. Mais 15 ans après, rien n'est fait. Les Congolais continuent de subir les délestages intempestifs. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Quel en est réellement le problème? Nous en parlons ce soir avec mon invité dans la grande interview, Guillaume Kouka, qui est un ingénieur dans le domaine des transports. Il est consultant dans le ferroviaire en France, c'est un cadre de la diaspora. Merci d'être sur Tcheleka Média. Bonsoir Guillaume Kouka. Bonsoir monsieur Ngolali. Vous êtes en séjour à Brazzaville. Je voudrais rapidement que vous nous parlez un peu de périple. Vous êtes passé par Kinshasa pour arriver ici. Pourquoi vous avez choisi Air France par Kinshasa? Déjà, c'est un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau depuis le temps que nous vous suivons, que je vous suis dans la diaspora, en France où je réside. En fait, j'avais fait un challenge, j'avais fait un pari avec un ami. On s'était dit, est-ce que on pouvait faire des économies en passant par Kinshasa? Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, quand vous prenez votre billet d'avion Brazzaville, plutôt Paris-Brazzaville, il vous coûte à peu près 1200 €. Alors que si vous choisissez de descendre à Kinshasa, ça vous coûte 500 € de moins, donc à peu près 700 €. Donc je me suis dit, est-ce que je ne pouvais pas économiser en passant par Kinshasa et puis je traverse à Brazzaville. Oui. Bon, je peux vous dire que je suis un peu déçu parce qu'en fait, j'ai perdu plus d'argent que je pensais en avoir gagné. Ah bon. À cause effectivement des tracasseries, des taxes et redevances, parce que j'ai d'ailleurs fait une vidéo comme ça sur mes réseaux où j'ai expliqué que dans les deux Congos, en Afrique centrale, on continue encore à croire que le voyage, c'est un luxe. C'est comme voyager, c'est comme si vous achetez une grosse Mercedes. Donc quand vous achetez un produit de luxe, on vous taxe à mort. C'est ce qui se passe. Oui. Encore moins à l'aéroport de Ndjili, mais les deux beaches, Ouais. entre les deux rives du fleuve Congo, vous avez des fonctionnaires qui se comportent comme des vrais vautours. Donc quand ils voient un voyageur, surtout quand ils savent que vous venez de la diaspora, pour eux, c'est une occasion pour se faire de l'argent. Donc Vous l'avez subi au beach Ngobila et au beach de Brazzaville. C'est ça, je l'ai suivi au beach Ngobila et au beach de Brazzaville, et heureusement que j'étais accompagné, parce que ça a un coût, parce que j'ai dû libérer aussi de l'argent à cette personne qui m'a accompagné. Mais si j'avais pas été accompagné, je pense que j'aurais payé beaucoup plus que ce que j'aurais payé si j'étais tout seul. Est-ce qu'on peut connaître pourquoi votre séjour, l'objet de votre séjour, si ce n'est pas confidentiel, hein? Alors, non, ce n'est pas confidentiel. Je pense qu'à un moment donné, quand on aime son pays, et je pense que les Congolais aiment leur pays, on ne peut pas continuer à être en dehors du ring et à dire Bomaye, Betaye et tout ça. On se dit, à un moment donné, quand on pense avoir des compétences, quand on pense avoir une expertise, c'est de se dire, bon, je vais rentrer. Je vais aller me battre. Et moi, je vais avoir 50 ans cette année. Je n'ai pas envie de rentrer dans mon pays quand j'en aurai 60 ou 70 ans. Pour se reposer. Voilà, pour me reposer. Je pense que ce que j'ai appris à l'étranger peut servir. Et je pense que, pour terminer ce sujet, nous avons des politiques qui n'ont pas encore compris qu'on ne gère pas un État qu'avec de la politique. À un moment donné, pour arriver à obtenir des résultats, un politique doit savoir s'entourer. On a une vision, mais si on n'a pas les bons techniciens autour de soi, on n'arrivera jamais à matérialiser cette vision. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui veut construire une maison,
Il faut arrêter de faire, je construis la maison, j'appelle le maçon du coin. Bon, on prend un petit stylo, on écrit, bon, 2 chambres au salon. Ça, c'est le mboka, ça. Quand on a besoin de construire une maison, on a une vision, je veux construire ma maison, j'ai de l'argent, je veux investir. On prend des professionnels, on s'entoure d'architectes, on s'entoure des bureaux d'études, et ce sont eux qui font le taf. À la fin, vous avez eu votre vision, je veux construire ma maison, et les techniciens ont travaillé. Malheureusement, nous, on a des politiciens qui ne s'entourent que de partisans. Moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas obligé de vous aimer. Voilà, je ne suis pas obligé d'être partisan de quelqu'un, mais c'est mon pays. Oui. J'estime avoir des compétences. On est obligé de s'entendre. Voilà, on est obligé de s'entendre. Ouais. Donc, moi, je mets mes compétences au service du pays. Si vous les prenez, tant mieux. Si vous ne les prenez pas, c'est pas grave. Et c'est ce qui m'intéresse. Vous mettez vos compétences à l'intérêt du pays, donc au service du pays. Et ce soir, nous avons besoin de vos compétences pour comprendre, puisque vous en parlez depuis quelque temps sur vos plateformes, voilà, numériques. Vous avez consacré 2 à 3 chapitres sur les questions d'électricité. La question que vous vous posez est pourquoi vous n'avez pas d'électricité. Donc la question que vous posez à nous, qui sommes au pays. Alors, nous allons aborder 3 volets dans cette émission, dans cette grande interview. Le volet institutionnel, parce que vous savez, il y a un débat aujourd'hui. D'aucuns pensent qu'il faut reformer ce secteur parce que c'est ça qui bloque. D'autres pensent non, ce n'est pas les réformes qui posent problème, c'est plutôt la vastituité donc du matériel, du transport et tout ce qu'il faut tout changer. Et d'autres encore pensent que c'est un problème de finances, problème d'argent. Donc on va d'abord commencer par les réformes. On se souvient bien qu'en 2003, avec Philippe Mvou, qui n'est plus de ce monde, il était ministre à l'époque, il y avait déjà des réformes qui ont été déjà amorcées. Allez, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui se pose un problème de réforme? Alors, il se pose aujourd'hui un problème institutionnel et de gouvernance du secteur de l'électricité. Parce qu'effectivement, en 1967, on crée la Société nationale d'électricité, la SNE, que nous connaissons tous. Dans un contexte, effectivement, en 1967, c'était le monopartisme, c'était sur Massamba Deba. Donc, on crée une grande société nationale qui était la fusion de 2 sociétés qui existaient. Donc, on crée la fameuse Société nationale d'électricité avec un modèle qu'on appelle le modèle vertical intégré, où on a un seul acteur qui a le monopole sur toute la chaîne de valeur de l'électricité. Donc, pour produire de l'électricité, enfin pour avoir de l'électricité chez soi, pour que vous ayez de l'électricité chez vous, il faut qu'on puisse la produire. Et il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité. Il faut qu'on puisse transporter cette électricité. Il faut qu'on puisse la distribuer et la commercialiser. Donc, le modèle d'avant, c'était une seule société qui gérait toute cette chaîne de valeur, et c'était la SNE, qui était une société publique, une société qui appartenait à l'État, une société nationale. Malheureusement, avec l'avènement de la démocratie dans les années 90, le contexte de libéralisation de l'économie, la crise économique, les négociations avec les bailleurs de fonds, l'État congolais décide de reformer le secteur de l'électricité en le libéralisant. Le libéraliser, ça veut dire quoi? C'est faire rentrer des acteurs privés dans la chaîne de valeur. Ne plus seulement avoir un monopole, un seul acteur, mais avoir plusieurs acteurs dans des segments différents. Le seul secteur, et c'est ce que dit la loi de 2003, le seul secteur dont l'État devait garder le contrôle, c'était le secteur du transport. Bien avant qu'on parle de 2023, revenons à la création, 2003, revenons donc à la création jusqu'à donc à la conférence nationale. Mais cette société a bien fonctionné quand même à cette époque-là. Bon, alors, la SNE a existé jusqu'en 2018, puisque la SNE a été dissoute justement parce qu'il y a la crise économique de 1994. Parce que quand je m'arrête à la conférence nationale, c'est après. Donc après, il y a eu de guerre. Alors, finalement, on pense que tout a été détruit à ce moment-là. Alors, là, on est déjà dans l'aspect gouvernance, donc institutionnel. Donc 2003, il y a un tournant, il y a un choix qui est fait par la République du Congo à travers l'adoption du nouveau code de l'électricité qui consacre la libéralisation du secteur, c'est-à-dire qu'on casse le monopole, d'accord, et on donne la possibilité à des acteurs privés d'entrer dans les chaînes de valeur. Okay, c'est le choix qui est fait.
Mais bon, vous savez très bien que dans notre pays, on a un problème, c'est qu'on sait voter les lois. On ne sait pas les respecter. On ne sait pas les appliquer. Ouais. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2003, on vote une loi qui libéralise le secteur de l'électricité, mais la SNE continue à fonctionner avec le même modèle. Qu'est-ce qui était prévu dans les réformes? Alors, ce qui était prévu, c'est que, comme je vais vous expliquer, il y a dans la chaîne de valeur, il y a quatre éléments. Il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution et il y a la commercialisation. Oui. Donc, ce qui était prévu, c'est que l'État donnait la possibilité à des acteurs privés de venir investir. C'est-à-dire, aujourd'hui, monsieur Ngolali, si vous avez des financements, vous pouvez demander une licence, construire par exemple une centrale solaire et vous mettre à vendre de l'électricité. Ça, c'est grâce au code de l'électricité de 2003. Il y a aussi, si l'État a une centrale hydroélectrique dans laquelle elle investit, mais qu'elle ne souhaite pas en assurer la gestion, elle peut faire une concession, c'est-à-dire elle peut décider de concéder. Par exemple, l'aéroport de Maya-Maya, pour que les gens comprennent, l'aéroport de Maya-Maya est géré par un acteur privé qui est Aerco. Aerco qui est une filiale du groupe français d'ingénierie Aegis. Donc, l'État congolais a construit l'aéroport de Maya-Maya et Maya-Maya a dit, bon, moi j'ai pas envie de gérer l'aéroport, je le concède à un acteur privé et qui en assure l'exploitation. Donc, c'est ce qui peut arriver. Le code prévoyait que l'État pouvait concéder ses unités de production. Le seul élément que l'État devait garder, c'était le transport. Le transport d'énergie. Pour la distribution, l'année dernière, on a connu un débat houleux ici qui a été dramatique sur la fameuse affermage. Affermage, oui. Voilà. Donc, l'affermage, c'est prévu par le code de l'électricité, c'est-à-dire que l'État désigne ce qu'on appelle un fermier, qui, justement, s'assure de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Donc, c'est ce que prévoyait la loi de 2003. Sauf que cette loi-là, elle a tardé à être mise en œuvre. Selon vous, qu'est-ce qui a bloqué réellement, puisque c'est l'État congolais qui décide de libéraliser le secteur, et finalement on arrive jusqu'en 2023, puisque 2024, il y a eu cette crise entre les syndicalistes, le gouvernement, et donc l'affermage n'a plus finalement abouti. Alors selon vous, pourquoi on a traîné de 2003 jusqu'à aujourd'hui? Alors il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de la loi est votée en 2003. La loi est votée, mais les textes d'application ne sont pas pris. Donc on dit, on libéralise, mais on garde la SNE. Donc il a fallu attendre la crise de 2014, quand on est reparti voir les fonds monétaires internationaux, pour que le fonds monétaire international le remette sur le tapis, mais vous avez voté une loi de libéralisation de 2003, mais depuis 2003, vous n'avez rien fait. Donc, faites quelque chose. Donc, l'État, dans la précipitation, a été obligé d'agir, de donner des gages. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par dissoudre la SNE. Mais sauf que quand ils dissolvent la SNE, ils se retrouvent dans une situation où les textes d'application ne sont pas prêts. Vous avez la loi qui est là, mais il n'y a pas les textes d'application. C'est vraiment le Congo, ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas, un secteur aussi stratégique, ne pas avoir une société qui assure ce qu'on appelle la continuité du service public. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée EKRC, donc quasiment au même moment, mais EKRC, qui est censé être la société du patrimoine et la société qui gère le transport, on lui file les activités de la SNE et on lui file son personnel. Donc en fait, on précise, l'arrêté qui crée EKRC précise que c'est provisoire. Mais c'est un provisoire à la congolaise, puisque c'est une provisoire qui dure depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Donc, il y a souvent une confusion qui est faite lorsqu'on dit que EKRC c'est la SNE. Non, EKRC ce n'est pas la SNE. EKRC a hérité des activités et du personnel de la SNE. Et qui devait en réalité s'occuper que du transport. Voilà. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que il y avait le personnel de la SNE. Bon, vous connaissez dans quel état se trouve la majorité du personnel des sociétés publiques. C'est pléthorique. Il n'y a pas toujours les compétences. Il y a d'ailleurs un rapport qui avait été fait en 2014 où on décortiquait en fait quelle était en fait la courbe de personnel de la SNE et des différentes
profils. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les gens à la SNE sont incompétents, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un certain nombre de faiblesses en termes de gouvernance qui avaient été identifiées, qui a poussé justement les bailleurs de fonds. Qualificatif. Voilà, mais bon, vous savez comment est-ce qu'on recrute, recrute dans nos services publics, dans nos sociétés publiques. Donc toutes ces faiblesses-là avaient été identifiées. Donc il fallait que l'État trouve des solutions à ce problème-là. Sauf que l'État n'a jamais eu le courage de gérer le problème des syndicats. Est-ce qu'on vous entend parler? Est-ce que l'État congolais a vraiment la volonté, veut vraiment aller vers les réformes? Puisque si ça traîne jusqu'à aujourd'hui. On a même vu comment le gouvernement a reculé devant les syndicalistes de la fameuse EKRC. Est-ce que vous pensez que l'homme politique a réellement besoin de libéraliser ce secteur? Alors, il y a plusieurs choses. Bien, on veut être sur papier, on veut libéraliser, mais dans la réalité, on pose un peu le pied sur le frein. En fait, je pense, hein, sans rentrer dans les considérations politiques, parce que je vais garder ma casquette de technicien, on a un problème de compréhension de la chose. Et c'est comme ça dans beaucoup de dossiers. Et une fois de plus, je ne rentre pas dans la considération politique. Je dis simplement, lorsque vous êtes un homme politique, vous avez besoin de vous entourer de techniciens et de comprendre un peu la technique. De comprendre un peu, surtout qu'il y a des aspects institutionnels, il y a des aspects juridiques, il faut les comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Moi, la question que je me suis posée, est-ce que le politique congolais a bien saisi la portée de la libéralisation? Parce qu'il y a d'autres débats. Hein. Quelle en est la portée, voilà. Ça veut dire que vous allez, au début, vous aviez une seule entreprise, qui était une entreprise nationale, qui avait ses qualités et ses faiblesses, et vous décidez d'introduire dans la chaîne de valeur plusieurs entreprises et les entreprises privées. Est-ce que ces entreprises-là, il y a des considérations en termes de moyens, en termes de financement, en termes de gestion, il y a plein de choses. Et il y a aussi le passif, c'est-à-dire que quelque part, c'est utopique et c'est un mensonge de dire que les entreprises qui vont être créées vont reprendre l'ensemble du personnel de l'ex-SNE. C'est pas possible. Ils vont en reprendre sûrement une partie, mais ils ne pourront pas reprendre, je ne sais pas combien d'agents il y a à la SNE, ils ne pourront pas reprendre tous les agents de la SNE. Donc à un moment donné, il faudra que l'État traite le dossier d'une partie du personnel de la SNE qui va forcément se retrouver sans travail. Sans travail. Et ça... Et pour des raisons politiques surtout, on n'a pas pu le faire. Oui, mais il y a pas, ça demande justement le courage politique, mais il faut aussi que le politique explique. Alors, mais qu'est-ce que ces réformes auraient changé réellement dans l'électrification du la libéralisation a deux avantages. La libéralisation a deux avantages. C'est que il a été démontré dans beaucoup de pays que le fait de libéraliser, même si vous multipliez les entités qui opèrent dans le secteur de l'électricité, mais l'efficacité est améliorée. Surtout, on l'a vu, hein, moi, il y a un pendant du secteur électrique, c'est le secteur de la télécommunication. Avant, on avait le même modèle, c'est-à-dire qu'on avait un seul opérateur national dans le secteur de la communication qui avait le monopole sur toute la chaîne de valeur. L'État a décidé de libéraliser le secteur des télécommunications, ce qui a permis à des acteurs, pour ne pas leur faire de la publicité, qui sont venus dans le secteur de la téléphonie mobile, dans le secteur d'Internet, qui sont des acteurs privés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le fait d'introduire des partenaires privés, vous arrivez aussi beaucoup plus facilement à mobiliser des financements. Parce que moi, effectivement, Monsieur Kouka, si demain j'ai des investisseurs, je peux aller construire ma centrale hydroélectrique dans mon village et je commence à produire de l'électricité. Donc au lieu que ce soit l'État qui s'engage ou qui s'emmerde d'aller chercher des investisseurs, moi en tant que privé, je vais les chercher et je construis ma centrale, je produis de l'électricité et je commence à vendre. Le fait d'avoir des acteurs qui font de la commercialisation, vous connaissez quelles sont la qualité des prestations de EKRC hein, ou de la SNE, hein, je ne veux pas leur faire insulte, mais on sait que le service n'est pas génial. Mais le fait d'avoir des privés, peut-être que ça améliorera effectivement, en tout cas, la qualité du service vis-à-vis du client. Guillaume Kouka, que dites-vous à
ces Congolais, surtout ceux de la ECARIC, les syndicalistes, qui se sont opposés, qui ont fait front à Anatole Kolimakosso, encore Premier ministre, il est répondu aujourd'hui, et qui, en brandissant l'argument de la souveraineté énergétique, dit on ne peut pas vendre l'électricité, remettre la souveraineté énergétique aux tierces. Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est, une fois de plus, le modèle. Dans un modèle où l'État décide de libéraliser, ils ne vont pas, en fait, ils ne cèdent pas tout, il reste le contrôle, puisque la loi de 2003 prévoyait, par exemple, qu'il y ait un régulateur. Je reprends l'exemple du secteur de la communication, avec la téléphonie mobile Internet. La télécommunication, c'est tout aussi stratégique que l'électricité. Mais l'État a décidé d'ouvrir ce secteur-là à des acteurs privés. Personne ne va dire que, parce que le secteur des télécoms a été libéralisé, que l'État a perdu sa souveraineté. Puisqu'il y a l'agence de régulation. Il y a l'agence de régulation qui veille sur tout. Voilà, il y a la réglementation, il y a une réglementation et des lois qui régissent le secteur de l'électricité. Le fait d'avoir un cadre juridique, c'est l'État qui garde le contrôle, même s'il donne la possibilité à des acteurs privés de pouvoir opérer dans ce secteur-là. Alors, ça, c'est le premier. Le deuxième argument, je termine. Il ne faut pas oublier que les syndicats, eux, ils défendent leur camp. Ils défendent leur outil de travail avec le modèle qui avait été le leur depuis plus de 60 ans. Donc c'est normal aujourd'hui qu'ils disent nous on veut pas de changement parce que le changement ça va forcément engendrer des changements et voire des licenciements pour nous. Donc eux ils sont dans leur rôle en tant que syndicat de défendre leur pain, de défendre leur outil de travail. C'est au gouvernement de négocier avec eux, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Est-ce que pour l'intérêt national, si tout le monde avait compris les enjeux de ces réformes, est-ce que les syndicalistes n'allaient pas... Mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement, Monsieur Ngoleli. Ouais, c'est la responsabilité du gouvernement. Il y a moins de communication. Oui, en fait, dans ce pays-là, bon, on va encore dire que c'est la personne de la diaspora qui vient donner des leçons. Mais bon, je vais le dire quand même. Dans ce pays-là, on a un problème. Quand vous êtes nommé à des postes de responsabilité, quand vous êtes nommé ministre, quand vous êtes nommé DG, vous pensez que le poste que vous occupez, c'est votre poste. Ouais. Alors que on vous a confié une tâche et cette tâche-là, vous la réussirez d'autant plus si vous associez les autres. Il faut faire de la concertation, il faut faire de l'expérimentation. Regardez, désolé de prendre l'exemple de la France. En France aussi, il y a eu des réformes difficiles qui ont été passées. Je parle par exemple de la dernière sur la réforme de la retraite, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la France. Mais c'était une réforme difficile à passer, mais le gouvernement a pris le temps d'expliquer. Même si tous les arguments n'ont pas été compris et acceptés, mais il y a eu la communication, il y a eu la concertation. Mais chez nous, sur des lois aussi importantes que la loi de 2003, qui touche quand même l'ensemble des secteurs économiques, qui touche tous les Congolais, on n'explique pas. Du jour au lendemain, on se réveille, on dit « Ah, mais voilà, on va prendre un fermier, une société sénégalaise, etc. etc. » Donc moi, je pense qu'il y a eu un déficit de communication. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a reconnu, puisqu'il a accepté de suspendre la réforme en disant « Voilà, on va renégocier, on va discuter pour mieux expliquer la réforme. » Voilà, pour terminer sur cet aspect institutionnel, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que si le Congo est encore je vais en dire dans cette galère électrique, permettez-moi l'expression, est-ce que c'est aussi parce qu'on n'a pas réussi réellement à réformer le secteur? Tout à fait, mais bien sûr. Bien sûr, ECARIC qui est dans une situation de provisoire depuis 8 ans. C'est pas normal. 8 ans de provisoire. Donc 2003, on vote la loi. Oui. On est d'ici la SNE en 2018. Il se passe combien de temps? On crée ECARIC, on lui donne les activités de l'ex-SNE de manière provisoire depuis 2018. On est en 2016, toujours du provisoire. En plus, ECARIC a un modèle quasi monopolistique en fait. Puisque ils gèrent encore pas mal de centrales, oui. Ils font le transport, ils font
la distribution, la commercialisation, ce qui était censé ne plus être fait. Et même quand on a cédé aujourd'hui quelques centrales, on a constaté que finalement, toujours les syndicalistes ne sont pas d'accord. Oui, bien sûr. Et ils contestent même cette libéralisation. Voilà. Bon, on va évoluer. Parlons maintenant de l'aspect purement technique des choses. Il y a des arguments, je parlais tout à l'heure, beaucoup des citoyens qui pensent finalement, même le gouvernement l'a dit, le directeur général actuel de la ECARIC l'a dit plus d'une fois, il avait promis la fin de délestage aussi en 2023 quand il a été nommé, et parce que pour lui, il fallait juste avoir des transformateurs. Il y a quelques semaines aussi, il a fait croire qu'il fallait transporter, donc faire venir à Brazzaville un grand transformateur qui traînait à Pointe-Noire finalement pour mettre fin au délestage à Brazzaville. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le vrai problème, ce n'est pas l'infrastructure en elle-même? Alors, moi je prends toujours l'exemple du plan. Quand vous voulez construire une maison, vous commencez par faire un plan. Vous définissez ce que vous voulez faire, combien ça va vous coûter. Ouais. Or moi, aujourd'hui, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu clairement l'État congolais communiquer. Peut-être que le ministre Itoa qui a été nommé, qui connaît bien le sujet, va pouvoir le faire. Il faut dire, voilà, nous sommes dans cet état aujourd'hui, en 2018. Si nous sommes dans cet état, c'est à cause de telle raison. Voilà ce que nous allons mettre en place pour résoudre le problème. Voilà combien ça va coûter. Voilà comment on fait pour sauver de l'argent. Est-ce qu'on va avoir des partenaires? Est-ce qu'on va avoir... Ça s'appelle un plan d'action. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu un plan d'action clairement de la part des décideurs. Parce qu'ils disent que depuis pratiquement l'indépendance, pour ne pas parler d'après l'indépendance, l'infrastructure de transport, sinon le réseau de transport qui part de Pointe-Noire à Brazzaville est totalement caduque, totalement hors d'usage. On continue ce n'est pas le seul argument qu'ils disent. Ils vous disent aussi que ce réseau-là n'est pas redondé. Oui. C'est-à-dire que vous avez un réseau linéaire. M. Adou Danga l'a expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que vous avez un point A, un point B. Et vous avez une ligne au milieu. Si vous coupez la ligne, vous n'avez plus d'électricité. Alors que dans d'autres pays, dans tout système, dans tout réseau, il faut toujours avoir plusieurs sources d'alimentation, plusieurs réseaux, pour éviter que quand vous avez une ligne qui se casse, il y en a un qui peut reprendre le relais. Mais pourtant, en 2010... Voilà, donc en fait, le problème, c'est juste pour vous dire que, là encore, on ne va pas jusqu'au bout du sujet. Et moi, j'ai envie de dire à nos politiques qui disent ça, que depuis les indépendances, le réseau est vétuste. Mais pardi, pourquoi vous n'avez pas investi depuis les indépendances? Mais il y a eu une boulot. Comment vous vous souvenez qu'en 2010, le ministre actuel, le vice-premier ministre actuel, alors délégué général des grands travaux, disait clairement qu'avec Kimboulou, on devait mettre fin donc au délestage à Brazzaville, qu'on devait vendre l'électricité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que en fait, le ministre Jean-Jacques Bouyard ne s'est pas entouré de bons techniciens. On aurait dû lui expliquer. Il avait mal fait les calculs. Oui, oui, bien sûr. On aurait dû lui expliquer que pour avoir de l'électricité, il ne faut pas seulement le produire. Il faut le transporter. Parce qu'aujourd'hui, on a un cas, monsieur Ngolali, c'est des études qui le montrent. On a un réseau qui est vétuste. Et le fait que ce réseau-là soit tellement vétuste qu'il y a un taux de perte de près de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Umboulou injecte 100 MW dans le réseau, là, à la fin, auprès des utilisateurs, il n'arrive qu'aux 50 MW. On aurait dû l'expliquer ça, monsieur le ministre. Ne traitez pas seulement une partie. L'électricité, c'est comme le corps humain. Voilà, vous pouvez avoir mal à la tête, vous réglez la tête, mais si vous avez mal à l'estomac, en fait, vous n'avez rien fait. Il faut régler, il faut s'assurer que l'ensemble du corps humain est traité de manière illégale. Pas mal à la tête, pas mal à l'estomac, pas mal aux pieds. Parce qu'il suffit qu'il y ait des éléments qui ne fonctionnent pas pour que l'ensemble du système ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes, c'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux. C'est-à-dire que vous avez une chaîne. Et si la chaîne n'est pas traitée, ben vous n'avez pas traité le problème. Mais il y a un autre problème que M. Ouesso a évoqué lors d'une interview qu'il a donnée à votre confrère de Télé-Congo. Il a dit que le barrage d'Imboulou n'a pas été entretenu, n'a pas connu de révision générale pendant plus de 15 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand frère Jean-Jacques Bouyard, quand il a construit sa centrale, il s'est pas posé la question comment est-ce que je fais pour l'entretenir? Et là, on revient encore un peu sur les réformes, sur le de l'ISA. Non, mais ça, c'est vraiment pas une question de réforme, en fait. Ça, c'est de la technique pure. Oui. Vous savez,
on va dire encore que c'est le cadre de la diaspora qui fait de la leçon. Mais nous, par exemple, moi j'ai eu le privilège de travailler, par exemple, sur le métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan, dans le consortium qui le construit, on a introduit un acteur qui s'appelle Keolis. Keolis, c'est celui qui va assurer la maintenance du métro quand il va être mis en service. C'est-à-dire qu'on fasse conception. Avant même qu'on construise, on se pose la question sur la conception. Plutôt sur l'entretien du métro. Parce qu'on n'imagine pas acheter une voiture et ne pas l'entretenir. Si vous avez une voiture, vous faites ça la vidange. C'est pour ça que je parlais des réformes tout à l'heure, parce que si l'État avait confié la gestion même de cette centrale à des privés, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème. Parce que le Congo, comme vous le dites, on a un vrai problème de gestion, un vrai problème de suivi. Vous l'avez dit autrement sur ce plateau. Alors maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelle est l'urgence, quelle doit être la priorité aujourd'hui, puisque dans le nouveau projet de société du président de la République qui devient donc le programme du gouvernement. Il est donc prévu de privatiser certaines entreprises étatiques et l'électricité est parmi les priorités. Alors, quelles sont aujourd'hui la priorité dans ce secteur? Il faut aller vers les réformes ou regarder le réseau, comme on le disait tout à l'heure, les infrastructures, ou finalement, puisqu'on va donc boucler par les problèmes de finances, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, quelle est l'urgence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, l'urgence, c'est un vrai plan d'action de la part de l'État. Parce que les acteurs privés, seuls, ne pourront pas régler le problème. Parce que le secteur de l'électricité, c'est un secteur qui est stratégique. Sans électricité, il n'y a pas de développement. Pas de développement. Bon. Donc, dire que, comme on a libéralisé, les privés s'en démerdent, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les privés pourront toujours aller construire des centrales solaires, ils pourront toujours aller construire des centrales hydroélectriques. Quelque part, s'ils ne peuvent pas le transporter parce qu'il n'y a pas suffisamment de lignes de transport, s'ils ne peuvent pas distribuer parce que le réseau de distribution n'est pas en bon état, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, ce que moi je préconiserais, c'est qu'il faut que l'État, et je pense qu'il a commencé à le faire, ait une vraie réflexion globale sur l'ensemble du secteur de l'électricité. Dans d'autres pays, on concerte, chez nous on parle souvent d'états généraux, de conférences nationales quand il s'agit de politique, mais l'État ne pense jamais, même si on va me dire oui, mais ça va être l'occasion pour partager des perdiades, mais oui, mais on met autour de la table tous les cadres de la République, on fait une concertation, on fait un débat national sur comment on résout les problèmes. On met en place un plan d'action, on se dit voilà, on se donne une échéance, 10 ans, 10, 20 ans, on résout les problèmes d'électricité. Il faut qu'on investisse 20 000 milliards d'ici 10 ans pour régler le problème dans les unités de production, dans les lignes de transport, dans l'amélioration de la distribution, etc., dans la commercialisation. Donc l'État a un plan d'action et dedans, on introduit des acteurs privés parce que les acteurs privés peuvent venir. Je discutais hier, pour ne pas révéler des secrets ici, je discutais avec un acteur privé du secteur qui a obtenu sa licence pour pouvoir vendre de l'électricité de la part du gouvernement, conformément effectivement au code de l'électricité de 2003 et aux textes d'application qui ont été adoptés depuis 2017, un client, un minier, qui est prêt à acheter de l'électricité. Donc il va monter un projet pour vendre de l'électricité à ce minier. Donc il peut y exister aussi des solutions au niveau des secteurs des acteurs privés, et Dieu seul sait qu'il y a énormément de financements qui sont disponibles, mais pour que ces financements-là, on puisse attirer ces financements, que le Congo soit attractif, il faut que le Congo ait une vision claire en matière d'électricité. Il faut qu'il définisse exactement ce qu'il veut faire. C'est important. Et je compte sur le ministre Itoa pour définir. Il revient à la tête de ce ministère. Oui. Il y était pendant tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce qu'on a décrit, tout ce qu'on a dit. Mais il y était, il connaît ce problème. Mais on n'a pas trouvé le problème, les solutions à cette époque. Mais si, les solutions existent, les solutions.
Elles existent, les solutions. Bien sûr qu'elles existent. Je veux pas, faudra qu'on fasse une deuxième émission pour vous expliquer les solutions. Peut-être rapidement, parce que on tend vers la fin de cette grande interview. En le 20 avril, vous abordiez le sujet sur ce fameux transformateur qui a quitté Vindaloo pour Brazzaville. Vous avez parlé de ça. Pour vous, même si on transportait, on l'installait à Brazzaville, il devait y avoir un problème de gestion, un problème de compétences. Il y a un problème d'équilibre financier du secteur de l'électricité. Pourquoi? Parce que depuis un arrêté de mars 1994, depuis l'électricité est bloquée. Les tarifs de l'électricité étant homologués, comment on dit, c'est l'État en fait qui fixe les tarifs de l'électricité. Donc l'État n'a jamais voulu, depuis 1994, augmenter les tarifs de l'électricité. Or, lorsque vous intégrez même le coût de l'inflation, vous vous retrouvez avec une électricité qui est vendue 30 francs, voire 40 francs, moins cher que le coût de revient. C'est-à-dire le coût de revient, c'est pas que la vente de l'électricité quand il sort de centrale. Il faut intégrer les coûts du transport, il faut intégrer les coûts de la distribution, les coûts de la commercialisation. Quand vous intégrez tous ces coûts-là, vous avez un secteur qui perd de l'électricité. D'ailleurs, EKRC est une société qui est incroyablement endettée. Ils sont incroyablement endettés. Pourquoi? Parce que ils ont un modèle économique qui ne fonctionne pas. Ils vendent à perte. Alors, cette question est importante parce qu'à chaque fois que je l'aborde, on me dit « Ah, mais tu veux qu'on augmente l'électricité ?» Oui, c'est ça. Et le débat pendant même cette crise d'affermage, c'était aussi l'inquiétude des populations, instrumentalisée, je veux le dire clairement, par les syndicalistes, qu'avec le contrat donc avec la Sénélec, on devrait augmenter le prix de l'électricité. Cette question de l'électricité, elle se posera. Et il faudra que de toutes les façons, le gouvernement mette sur la table. Et ça franc. Franc. Mais il y a deux aspects sur lesquels il faut tenir. Il faut travailler sur les pertes. Parce que si le coût de production au Congo est si important, c'est parce qu'on a des pertes, je vous l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 50%. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je vous disais que le principal acteur dans cette histoire, c'est forcément l'État. Il faut faire des investissements dans le secteur du transport et de la distribution pour améliorer le réseau et diminuer considérablement les pertes. Quand vous diminuez les pertes, vous baissez le coût de production. D'accord? Mais il restera toujours un gap et il faudra que l'État puisse se positionner. En Côte d'Ivoire, par exemple, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, le tarif de l'électricité est subventionné. Mais sauf que c'est clair. On vous dit que le tarif normal de l'électricité, c'est, je dis n'importe quoi, 80 francs CFA le kilowattheure, mais les compagnies ne vendent que pour 70 francs. Et le différentiel est payé par l'État, est subventionné par l'État. Je vous donne un autre exemple dans le contexte parisien, excusez-moi. Moi, je paye ma carte Orange, ma Navigo, à 90 €. Alors que le coût réel de la Navigo, c'est 270 €. Ça veut dire que l'État subventionne à hauteur de 160 €. Donc il faudra que l'État puisse aussi se positionner en disant « Moi, je ne veux pas baisser les tarifs, je ne veux pas augmenter les tarifs de l'électricité, mais je ne veux pas aussi que le secteur de l'électricité soit déficitaire. » Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes responsabilités, je vais subventionner. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut définir une vision claire. Ce que l'État est central dans cette histoire. C'est l'État qui doit dire, voilà, j'améliore la production parce que je vais investir massivement dans les réseaux de distribution, mais je vais aussi subventionner l'électricité à hauteur de 10 francs, de 20 francs, de 30 francs ou de 50 francs le kilowattheure. Et donc vous êtes en train de dire aux citoyens qui vous suivent ce soir, finalement, on va arriver à l'augmentation du coût de l'électricité. Alors, quand je dis ça aux citoyens, la première chose qu'ils me disent, moi je suis d'accord pour que je paye mon électricité beaucoup plus cher, à condition qu'elle soit stable et que le service soit meilleur. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, l'État ne pourra pas aller voir le consommateur et lui dire je veux augmenter le tarif de l'électricité avec des coupures. Personne n'acceptera ça. Mais si aujourd'hui on s'engage sur un plan d'amélioration de la desserte d'électricité et du service, avec des réformes claires, le citoyen peut l'entendre parce qu'il va se dire bon, comme le service est meilleur, je préfère payer cher, plus cher. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important que les autres font.
que les gens ne savent pas. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour que le consommateur ne paye pas cher, trop cher. Et même au Congo, lorsque vous regardez les textes d'application de la loi de 2003, il est question de mettre en place des tarifs sociaux. C'est prévu dans la loi. Donc ça veut dire que l'État peut mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner cette augmentation qui, à mon avis, est nécessaire, mais sans que cela ne pèse sur les populations les plus vulnérables et sur le consommateur en général. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une vraie vision, il faut une vraie stratégie. Il faut que quelqu'un qui arrive avec un vrai plan et pas seulement quelqu'un qui vient avec des grandes phrases où il n'y a rien dedans. Voilà, je vous laisse résumer tout ce qu'on a dit ce soir, puisqu'on est arrivé à la fin de cette grande interview. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le ministre Itoie a du pain sur la planche. Et que pour qu'il y arrive, il faudra qu'il fasse preuve de pédagogie, qu'il explique la réforme de 2003, qu'il explique l'intérêt de cette réforme, qu'il explique ce qu'il a envie de mettre en place pour améliorer considérablement la situation, qu'il explique comment est-ce qu'il va faire pour avoir des investissements, parce qu'il faut des investissements. Il ne faut pas se rire, il faut investir. Il faut regarder la caméra pour qu'il vous suive très bien. Bon, donc il faut aujourd'hui s'engager sur une feuille de route qui est claire, et ça permet aux Congolais de pouvoir se projeter en disant voilà, on va supporter une situation pendant encore 2 ou 3 ans, mais le gouvernement a fixé une feuille de route. D'ici 2 ou 3 ans, on va considérablement voir la situation s'améliorer. Donc il faut mettre tout le monde autour d'une table, concerter, et derrière, faire une vraie proposition de sortie de crise. S'il n'y a pas ça, dans 10 ans, on en reparlera encore. Merci Guillaume Koukar. Je tiens à vous rappeler que Guillaume Koukar est ingénieur dans le secteur transport. Il est consultant dans le ferroviaire en France. C'est un Congolais de la diaspora. Nous avons abordé ce soir les questions d'électricité, de l'institutionnel au financement de ce secteur. Vous l'avez suivi. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique qui m'a permis ce soir d'être avec vous. Abonnez-vous et suivez-nous également sur notre site www.tileka-media.com/merci. Et nous sommes également sur WhatsApp, notre chaîne WhatsApp, YouTube, Facebook. Merci d'être avec nous. Merci.